J'ai appelé cette série de vidéos La cuisine parce que pour moi, entrer dans l'atelier d'un artiste, c'est comme pénétrer la cuisine d'un magicien ou d'une sorcière. Et plus que jamais, dans cette vidéo, la visite d'atelier va prendre une dimension enchanteresse. Puisqu'aujourd'hui, je vous emmène visiter Sylvie Selig et réellement pénétrer dans son atelier. C'est comme passer le seuil d'un autre monde. C'est un lieu hors du temps, un atelier au pied de la butte Montmartre qui ressemble à une caverne au trésor, tout un royaume d'objets glanés auquel l'enchanteresse Sylvie Selig a donné une seconde vie. L'artiste elle-même est à la fois conteuse et personnage de conte. C'est une sorcière au sens de l'archétype féministe de cette femme puissante qui développe son pouvoir en dehors d'une société, d'un monde qui la rejette. En effet, Sylvie Selig est une artiste de 80 ans qui, jusqu'il y a peu, était totalement inconnue. Elle a tenté tout au long de sa vie de pénétrer le monde de l'art qui lui a toujours fermé ses portes. Et puis, tout à coup, la voilà promue reine de la Biennale de Lyon. En effet, la première semaine d'ouverture de la Biennale, tous les professionnels du milieu se sont rendus à Lyon pour découvrir l'événement et se sont retrouvés confrontés à cet énorme espace consacré à cette artiste que personne ou quasiment personne ne connaissait puisque quelques personnes l'avaient quand même vue l'an dernier pour sa première exposition à la très jolie librairie Métamorphose à Paris. Mais donc pour la première fois, tout le monde se retrouvait confronté à l'immensité de l'œuvre de Sylvie Selig puisque à la Biennale de Lyon sont exposés 50 mètres de toile, plus 28 sculptures, plus encore toute une série de broderies. C'est énormément d'œuvres pour une seule artiste dans le cadre d'une biennale. Elle est véritablement mise à l'honneur. Pour ma part, c'était une rencontre bouleversante. J'avais ce partenariat avec la Biennale de Lyon où je devais aller rencontrer des artistes dans leur atelier. J'ai donc évidemment demandé à rencontrer Sylvie Selig et la première question que je lui ai posée, c'est comment elle était passée d'artiste totalement inconnue à tout à coup reine de la Biennale de Lyon. Et immédiatement, ce conte de fées a pris une dimension beaucoup plus moderne. Bien sûr, Instagram. Il y a 2 ans, j'avais terminé une toile qui faisait 140 mètres de long. Je ne trouvais nulle part où la montrer, ni des gens que ça intéressait. J'ai envoyé des dossiers à gauche, à droite. Personne ne me répondait. Puisque le monde de l'art refusait définitivement d'ouvrir ses portes à Sylvie Selig, elle a utilisé les outils à sa disposition pour rendre son travail visible. Sylvie Selig a ouvert son compte en juin 2016 et de plus en plus d'artistes, de personnalités du milieu de l'art, de curieux surtout, ont plongé dans son univers mystérieux, fait de scènes étranges, peuplées de monstres, d'animaux humanoïdes, de jeunes filles qui se transforment en arbres, un monde de métamorphoses et de masques, un monde fascinant, terrifiant, à la fois grotesque et sublime, des scènes comme tirées de contes inconnus. Un jour, Sylvie Selig remarque qu'elle a 2 nouveaux abonnés sur son compte, 2 jeunes hommes, Sam Bardawil et Till Ferlat, qui sont commissaires d'exposition. Elle se dit qu'ils auront peut-être une idée d'où elle peut exposer ces fameux 140 mètres de peinture. Elle leur envoie donc un premier message, ils lui répondent. Ils viennent même d'Allemagne pour voir ses œuvres et puis, quelques temps plus tard, ils la recontactent. Ils m'ont dit, bon, on a un projet, mais on ne peut pas en parler, mais tu es inclus dedans. Bon, c'était la Biennale de Lyon. Alors j'ai dit, mais mes 140 mètres? Non, non, ça ne sera pas les 140 mètres. Et puis, ils m'ont dit le thème, Manifesto of Fragility. J'avais déjà 50 mètres d'une autre toile qui s'appelle Stateless. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fuit son pays, mais enfin, ça se termine très mal. Voilà. Puis ils ont choisi aussi, alors j'avais dans l'atelier ce que j'appelle ma Weird Family, qui était un ensemble de 28 personnages que j'avais fait à partir de mannequins et de papier mâché, de divers matériaux que je glane à gauche, à droite. Et puis ils sont vraiment tombés amoureux de mes broderies. Tous les deux, on dit, bon, les broderies sont très fragiles en même temps, les thèmes aussi, donc on va les exposer. Je dis, mais ça fait beaucoup. Mais t'inquiète pas, tu auras un grand espace. Et c'est comme ça que tout d'un coup, je suis propulsée dans le monde de l'art. Voilà.
Ainsi, à 80 ans, en l'espace de quelques semaines, Sylvie Selig est passée du statut de peintre inconnu à celui d'artiste sursollicité. Et elle n'est pas la première artiste femme à qui cela arrive. C'était le cas déjà, par exemple, d'une de ses héroïnes personnelles, l'artiste Louise Bourgeois, dont la carrière a véritablement explosé uniquement quand elle était octogénaire. Et ce mécanisme de découverte des artistes femmes, alors qu'elles sont déjà très âgées, s'accélère depuis quelques années. Il y a en effet un cercle vertueux lié au fait qu'il y a un discours de plus en plus critique sur la façon dont se construit l'histoire de l'art, sur le sexisme parfois inconscient de ceux qui ont contribué à l'écrire jusque-là, qui ont eu tendance de façon systématique à mépriser les œuvres des artistes femmes d'un courant et à privilégier celles des génies masculins. En allant fouiller aujourd'hui, on découvre qu'autour de ces génies masculins, il y avait toute une scène et parfois des artistes femmes extraordinaires. Sylvie Selig m'a dit être parfaitement consciente qu'elle bénéficie de ce mouvement. Elle ne se met cependant pas dans la même catégorie que ces artistes comme Louise Bourgeois, comme Carmen Herrera. Et elle a, je pense, raison dans le sens où ces artistes, en fait, ont toujours évolué dans le monde de l'art, à sa marge, mais elles en ont toujours fait partie. Tandis que Sylvie Selig, elle, a compris très rapidement que ce n'était pas son heure et a créé seule, dans son coin. Pourtant, Sylvie Selig, qui est née en France mais qui est partie à 10 ans en Australie, Sylvie Selig connaissait un grand succès quand elle était adolescente et jeune adulte en Australie. Elle était vue comme une jeune prodige de la peinture, elle a gagné un certain nombre de prix, mais quand elle est arrivée en France dans les années 60, elle a immédiatement compris que ce n'était pas le bon moment pour elle, qu'elle réalisait la peinture figurative, l'abstraction dominait le monde de l'art à cette période, et Sylvie Selig n'avait pas le temps ni les moyens d'attendre et de s'acharner dans le monde de l'art. Elle devait gagner de l'argent et surtout, m'a-t-elle dit, elle était trop occupée à vivre. Elle a eu une vie très intense, une carrière d'illustratrice assez fantastique. Entre Paris et New York, elle s'est ensuite mariée, elle a eu une famille, et c'est seulement dans les années 80 qu'elle a eu l'impression d'avoir fait le tour de l'illustration. Et depuis ce jour, dans les années 80, elle se consacre entièrement à la création. Mais si aujourd'hui le monde s'ouvre à Sylvie Selig, elle a quand même traversé 45 ans de refus, 45 ans d'indifférence. Et je voulais comprendre pourquoi elle a persisté à mettre autant de moyens, autant d'énergie, autant de temps, autant d'argent aussi, dans une entreprise qui ne lui apportait aucune reconnaissance. C'était pour moi. Je me suis jamais inquiétée de si ça allait être montré ou pas. J'aimerais que ça soit montré, mais c'était pas mon but. Le but, c'était de le faire. Donc, c'était pour moi. Bon, bien sûr qu'il y a des moments où je me disais, oui, je suis dans mon coin, personne ne m'aime, voilà, ça c'est certain. Il y avait des moments, pas de désespoir, mais de tristesse. Mais j'allais au-delà parce que c'était le plus important pour moi, c'était de le faire. Je travaille en général, je suis matinale, je suis à 8 heures devant ma table de dessin ou en train de peindre ou en train de faire mes monstres, comme je les appelle. En général, je travaille toute la journée. Vers 5-6 heures, j'arrête. Et si je ne peux pas faire ça, je sais que je vais devenir pas bien. Je ne serai pas bien. Pour moi, c'est ma vie. Lors de cette rencontre avec Sylvie Selig, le but pour moi c'était d'entrouvrir la porte de son univers. Tout est encore à découvrir dans ces 45 ans de création. J'ai donc voulu savoir en premier lieu ce qui l'inspirait, quelles étaient les sources de son travail. Je lis énormément. Là je suis en train de lire des essais de Salman Rushdie parce qu'il parle beaucoup de contes de fées. Et ça c'est vraiment très important. Alors, un de mes préférés, c'est Robert Walser. Il faut le lire parce que c'est difficile à raconter. Là, il faut y aller. Il y a un univers absolument extraordinaire. Il est assez particulier. Il a été interné à la fin de sa vie. Les auteurs qui vraiment... il y a bien sûr Lewis Carroll. Alors, j'ai fait une version de Alice au Pays des Merveilles, mais c'est pas Alice au Pays des Merveilles, c'est Alice et ses rapports avec Lewis Carroll, Reverend Dodson. Et j'ai mêlé ça avec La Nuit du chasseur. Sylvie Selig s'intéresse donc en premier lieu à la littérature.
au conte, bien sûr, à l'univers de l'enfance qu'elle a dessiné tout au long de sa carrière d'illustratrice. Mais ce n'est pas l'innocence et la pureté de l'enfance qui l'intéressent. Au contraire, c'est son intensité, ce sont ses angoisses abyssales, la cruauté de l'enfance, la puissance de l'imaginaire de l'enfance. Et les auteurs qu'elle cite ont tous inventé des mondes fantastiques, mais qui sont parallèles, qui sont des miroirs de notre réalité, des miroirs déformants où la réalité est subvertie, devient absurde, troublante. Robert Walsen, par exemple, est considéré comme un précurseur de Kafka, tandis que le monde d'Alice de Lewis Carroll m'a, pour ma part, quand j'étais enfant, totalement terrifiée. Les créations de Sylvie Selig se nourrissent donc de ces contes fantastiques et terrifiants, mais ce ne sont jamais des citations directes de ces contes, ni même des réinterprétations de contes. À chaque fois, il s'agit d'hybridation. À l'instant, Sylvie Selig parlait de la façon dont elle a hybridé l'histoire assez trouble de la relation qui unissait Lewis Carroll à Alice, la petite fille qui lui a inspiré son livre. Comment elle a hybridé cette histoire à La Nuit du Chasseur, qui est un thriller des années 50 dans lequel deux enfants fuient un tueur en série. Donc une hybridation complexe mais qui aborde des thèmes similaires, et il en va de même pour toute son œuvre. Le lièvre, par exemple, qui est le personnage récurrent dans quasiment toutes les œuvres de Sylvie Selig, ce n'est pas seulement un personnage inspiré du lièvre d'Alice. Sylvie Selig m'a dit qu'il lui était venu l'idée de travailler sur ces lièvres après avoir découvert les mystérieux lapins du film de David Lynch, Inland Empire, et avoir lu de nombreux contes et légendes qui existent tout autour du monde, où le lapin incarne souvent l'archétype du trickster, donc le farceur qui défie l'ordre établi, donc par la ruse, par son esprit vif. Le lapin de Sylvie Selig est l'héritier de tous ces différents lapins, de différents folklores, de différents contes et légendes. Il est, selon les histoires, plutôt un sauveur, plutôt un farceur, plutôt un personnage qui est doué d'un fort pouvoir sexuel. La plupart du temps, il est plutôt gentil et il ne parvient pas toujours à ses fins. C'est notamment le cas dans Stateless, donc cette immense fresque, cet immense conte illustré de Sylvie Selig. Et justement, en venant à ce conte terrible, ce conte cruel qu'a inventé Sylvie Selig, je voulais comprendre également comment naissent ses œuvres, comment naissent les histoires qu'elle invente. Souvent, je lis quelques phrases et puis il y a des images qui arrivent et je pars. Mais c'est peut-être de moins en moins, dans le sens où maintenant j'ai vraiment tellement de choses en moi que ça vient plus de moi maintenant. Je raconte toujours des histoires, hein. J'adore raconter. En fait, peut-être j'aurais aimé être écrivain. Ça aurait pris moins de place. Hein. Quand je commence une très grande toile, j'écris d'abord le scénario et puis après je me lance. Je ne fais pas de storyboard, non, ça c'est pas la peine. J'y vais comme ça et je développe au fur et à mesure de mon scénario. Mais je crois que on se raconte toujours. Hein. Il y a toujours une part d'autobiographie dans ce qu'on crée. Par exemple, Stateless, cette histoire d'émigrés. Je suis née en France de parents étrangers. Mon père était polonais et ma mère était moitié allemande et moitié suédoise. Et il y a eu, je crois que c'était sous Sarkozy, il y a eu une loi qui a duré 6 mois, même pas, où les enfants de parents étrangers n'avaient pas le droit à la nationalité française, même s'ils étaient nés sur le sol français. Moi, je devais refaire mes papiers, j'ai pas pu. Ça m'avait vraiment bouleversée parce que je me dis, bon, je ne peux pas refaire ma carte d'identité, ni mon passeport, rien. Qu'est-ce que je suis? Je suis apatride. Donc, c'est une transposition de ce que j'ai ressenti. Sylvie Selig utilise donc le langage codé du conte, du langage codé de la légende, de la farce et de la fable pour explorer les événements les plus intenses, les plus traumatiques, les plus complexes de sa vie. La fantaisie, parfois un peu terrifiante, des scènes qu'elle invente et de ses personnages fait de débris, est une forme de réponse à la violence et à l'injustice du monde, une forme de sublimation de l'angoisse, de la peur, une forme de résistance, de résilience. Il reste évidemment encore énormément de choses à découvrir, à comprendre sur l'œuvre de Sylvie Selig. 45 ans finalement de création à explorer. Si vous avez l'occasion d'aller voir les œuvres qui sont à la Biennale de Lyon, foncez. Vous avez jusqu'au 30 décembre, donc encore
peu de temps pour vous rendre là-bas et découvrir Sylvie Selig parmi les 200 artistes exposés dans tout Lyon. Pour ma part, je pense que ce n'est pas la dernière fois que je vous parlerai de Sylvie Selig. On va évidemment continuer à la suivre. Je sais qu'en mars, elle a notamment une exposition de nouveau à la librairie Métamorphose. N'hésitez pas à suivre son travail, bien entendu. Et pour conclure, un immense merci pour l'accueil que vous avez fait à ces 3 vidéos dans la cuisine des artistes qu'on a réalisé en partenariat avec la Biennale de Lyon. Comme je vous l'ai dit, vous avez encore quelques jours pour foncer à Lyon et découvrir la Biennale avant qu'elle ne s'achève. Bonne visite et bonne fête de fin d'année. Ciao!